Bachar est tombé. لا هلا لو نحن مثل ما عم تدعي هذه المنظمات انه نحن جماعه ارهابيه لوجدت المجازر. رايحين على سوريا، عائدون الى سوريا راجعين الى اخر سوريا. استراحه بعد في استراحه جبل. I came from Tripoli, Lebanon, searching for my brother Amir, who is being kidnapped. حطوا فيها من 15 ل 20 سجين. قال لهم حط لسانك بشرجه. شو بدنا نعرف طيبين ميتين مشان نعرف حالنا. الله يكبر اولاده. الله يلعن روح ابوك مطرح ما اندفع السمول نعس ونعيش. انتوا بتخافوا من الضرب والهيك؟ لا تعودنا، توكلنا على الله. توكلين على الله. Chers amis d'Omerta, bonjour. Avant de démarrer ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie sur notre application mobile de notre dernier documentaire Syrie année zéro, réalisé par notre rédactrice en chef Aïcha Missi et Sadak Swissi. Il vous emmène pendant près de 15 jours en immersion totale avec le HTS, ce mouvement politico-militaire qui a chassé Bachar el-Assad les 7 et 8 décembre 2024 du pouvoir à Damas. Ce travail exceptionnel, vous ne le trouverez dans aucun autre média. Vous pouvez le trouver dès à présent sur notre application mobile que vous pouvez télécharger gratuitement via Apple Store, Google Play ou via notre site www.omertamedia.fr. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention. Votre soutien est fondamental pour que nous puissions continuer ce travail de terrain, nos grands reportages, nos enquêtes, nos investigations, dans des endroits, sur des thématiques où les autres médias ne peuvent ou ne veulent aller. Soutenez-nous, téléchargez cette application et abonnez-vous à Omerta. Bonjour Randa Kassis, vous êtes une femme politique franco-syrienne, présidente du mouvement de la société pluraliste et vous connaissez évidemment très bien ce pays, ses différentes composantes. J'aimerais revenir avec vous aujourd'hui sur l'actualité syrienne qui défraie la chronique depuis plusieurs jours avec ces massacres, ces exécutions de civils dans l'ouest du pays, dans les régions de Banias, de Tartous, de Latakia, mais pas que, de Djablé aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, vu du terrain, ce qui s'est passé sur place ? Oui, voilà, comme vous l'avez dit, il y a eu quand même masse de massacres, un appel au djihad, un appel au massacre, à massacrer les Alaouites dans toutes les mosquées, beaucoup de mosquées dans Hama, Homs, et d'autres villes. Alors, où il faut aussi savoir, c'est-à-dire que le HTS est composé de plusieurs groupes djihadistes, comme Ahrar al-Sham, Jaish al-Islam, etc., etc. En plus de ça, on a ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, le SNA, le ANS, qui est composé, qui sont pro-turcs et qui sont composés aussi des brigades, de plusieurs brigades, plutôt mercenaires, en notant aussi qu'il y a des mercenaires comme Amchat dans le HTS aussi, qui sont les pires. Ils ont pillé, ils sont entrés dans les maisons, dans toutes les villes que nous avons citées, et chez les Alaouites, ils sont entrés, ils ont pillé les maisons, pillé les habitants, bien sûr, tués, ils ont pris des hommes, ils les ont tués. Parfois même, ils ont tué les femmes et les enfants, mais en majorité, ce sont des hommes qui ont été tués. Bien sûr, alors, il y a certains qui vont dire que ces massacres ne sont pas quand même contrôlés par le HTS. C'est faux. D'abord, pourquoi c'est faux? Parce que puisqu'il y a des groupes qui sont affiliés à HTS,
Ça veut dire qu'il y a aussi des forces de sécurité où il y a des personnes qui sont des fous, mais complètement des criminels comme Abu Amcha, qui contrôle la main, mais qui est quand même, il est en accord avec les forces de sécurité, même s'il est dans l'armée syrienne nationale. Alors toujours, il y a des accords entre ces brigades, et bien sûr, pour moi, Jolani savait très bien ce qu'il allait se passer en lâchant ces criminels et en massacrant ses habitants et ses Alaouis. De toute façon, on les voit, on voit beaucoup de vidéos qui appellent au massacre, qui appellent aussi à exterminer cette ethnie, qu'ils n'en veulent plus de cette ethnie. Et il y a d'autres aussi qui ont applaudi et qui disaient, oui, de toute façon, il faut récupérer nos terres. Pour maintenant, c'est ça. La Syrie devient la terre des djihadistes, la terre des musulmans radicaux. Oui, malheureusement, oui, il est responsable. Pour moi, il est responsable, même s'il ne voulait pas à ce degré des massacres, beaucoup de massacres à ce degré, mais il reste responsable parce que même il n'arrive même pas à contrôler ces hommes, ces fous furieux des djihadistes. Il faut rappeler que le HTS, c'est une coalition de différents mouvements armés, différents clans qui ont chassé du pouvoir Bachar el-Assad les 7 et 8 décembre de l'année dernière. Et donc, c'est un mouvement qui est présidé par Al-Jolani. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel était le sens de cette intervention armée sur ces différentes régions ? Est-ce que c'est parce que la minorité alaouite dont est issu Bachar el-Assad refuse, je dirais, de s'intégrer au nouveau pouvoir syrien et mène peut-être même, on a parlé de la quatrième division, qui était dirigée, je crois, commandée par un des frères de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est parce que ces alaouites font de la résistance et combattent les membres de HTS ? Pas vraiment les civils, oui, bien sûr. Il reste quelques anciens de régime, ce qu'on appelle les loyalistes, mais bon, eux, ils combattent le régime actuel. C'est pas par amour à Assad, parce qu'ils veulent le retour d'Assad. Ils combattent pour eux-mêmes. C'est ça ce qu'il faut aussi noter. Personne n'a envie le retour d'Assad en Syrie, ni les Alaouites, ni ces loyalistes, ce qu'on appelle les loyalistes, mais ils combattent parce qu'ils refusent. Ils sont des anciens de régime et ils refusent de rendre les armes. Après, est-ce que les Alaouites veulent résister? Moi, je ne crois pas que les Alaouites, il faut aussi noter que sans les Alaouites, le régime n'allait pas s'effondrer. On parle toujours que c'est le HTS qui a sauvé la Syrie, c'est le HTS qui a fait fuir Bachar el-Assad. Mais à vrai dire, c'était l'effondrement. Et c'était tout à fait normal. Cet effondrement était dû à beaucoup de raisons, maintes raisons. C'est comme les sanctions économiques, comme le pillage aussi de la part de Bachar, sa femme, Asma, Maher et tous ces Shabiha. C'était une crise économique. La population syrienne souffrait quand même d'une pauvreté. Ils étaient à peu près 90% qui étaient sous le seuil de pauvreté. Alors, il y a maintes de raisons. Et après, c'est arrivé, Jolani, quand il est arrivé, on a vu que personne, de toute façon, a combattu pour Bachar el-Assad, même pas la minorité alaouite. La minorité alaouite a lâché Bachar el-Assad parce qu'elle n'en pouvait plus. Après, est-ce que les alaouites sont contents de ce gouvernement? Je crois qu'aucune minorité est contente de ce gouvernement. Et même pas que des minorités, je ne parle pas que des minorités ethniques et religieuses, mais je parle aussi des sunnites. Je suis allée à Damas, je suis allée dans plusieurs villes en Syrie, et j'ai rencontré beaucoup de sunnites. Les habitants de Damas, les sunnites qui ont l'habitude de vivre leur vie comme ils veulent, de sortir, d'exercer leur liberté personnelle, ils ont peur de ce régime parce qu'ils le voient quand même d'un mauvais œil. C'est un régime extrémiste qui a envie d'appliquer la charia en Syrie. D'ailleurs, il commence petit à petit. Par exemple, on voit qu'il a commencé par certains hôtels. Il a interdit l'alcool. On peut toujours avoir l'alcool
dans d'autres, bien sûr, restaurants et bars, mais il commence progressivement, c'est-à-dire islamiser le pays. Plus il envoie ces hommes de HTS, on les voit partout, même dans les restaurants où il y a l'alcool. Les gens, quand ils boivent, dès qu'ils voient un groupe de HTS, ils préfèrent de quitter sans manger, sans boire et partir, payer la note et partir. Alors oui, ça fait peur à tous ces gens, pas que à des minorités, mais aussi aux sunnites laïcs, aux sunnites athées, aux sunnites même qui sont religieux, mais qui veulent aussi la séparation, la laïcité, c'est-à-dire la séparation de la religion de l'État. Voilà, tous ces gens-là, ils n'en veulent pas de Joulani. En ajoutant qu'il y a aussi les brigades du Sud qui ne sont pas en accord avec Joulani. Alors, on a vu hier, par exemple, un accord préliminaire entre les Kurdes qui a été signé par Mazloum Abdi et Joulani. Pour moi, c'était une erreur. De toute façon, cet accord est tombé dans l'eau. Rien, personne ne va respecter cet accord. Les Kurdes l'ont fait parce que par peur des Turcs, ils croient, eux, franchement, moi, je ne crois pas du tout, mais ils croient qu'en signant un accord préliminaire avec Jolani, ils vont empêcher les Turcs de les bombarder. Les Turcs ne vont pas respecter cet accord et vont continuer à bombarder les Kurdes. Peut-être ils vont attendre un tout petit peu. Alors, c'est quoi je ne vois pas l'avantage, je ne vois pas des bénéfices, je ne vois pas des avantages. Par contre, c'était bon pour lui parce que surtout après ces massacres, les massacres chez les Alaouites, où il y a, alors ça dépend de plusieurs sources, hein, comme l'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de plus de 1000 civils syriens, d'autres ils parlent de 1002, d'autres ils parlent de 2000. On ne peut pas savoir vraiment le chiffre, le nombre exact des victimes. Mais c'était bien sûr une bonne chose pour Joulani, parce qu'après les massacres, il était un peu coincé, c'est-à-dire ce qu'il a essayé de faire, d'acheter une nouvelle virginité, il était en train de la perdre. Alors, en signant avec les Kurdes, c'était une bonne chose pour lui, pour qu'il soit aussi invité par les crédules de l'Union européenne. Je suis désolée de dire des crédules, parce que vraiment, à chaque fois, ils montrent leur incapacité de comprendre les choses. On va en reparler. Pour expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément experts de toutes ces questions, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle faction est composé le HTS? On sait que historiquement, dans l'opposition à Bachar el-Assad, il y avait une composante religieuse, voire radicale, et aussi une composante laïque avec l'armée syrienne libre. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du HTS, il y a toujours cette présence de laïcs, ou est-ce qu'il y a eu une scission et finalement le HTS n'est plus que le représentant d'entités, de clans, de mouvements armés religieux, voire radicaux? Oui, non, il n'y en a pas dans HTS. Oui, il y en a dans SNA, dans l'armée syrienne nationale. On peut partir, c'est-à-dire il y a des groupes qui sont très extrémistes, comme il y a des mercenaires, comme il y a des groupes qui sont laïcs. Ça, oui, on sait très bien qu'il y en a, mais pas beaucoup. Des laïcs dans l'armée syrienne nationale, mais dans le HTS, non, c'est un regroupement de plusieurs factions radicaux, hein. Ahrar al-Sham, c'était des radicaux. Jaish al-Islam, c'était des radicaux. Jaish al-Islam qui était sous la présidence, si on se rappelle bien, c'était de Zahran Alouche. Zahran Alouche qui a pris des otages, des femmes, des enfants, ils les ont mis quand même dans des cages en les promenant dans Al-Ghouta. Oui, ce sont des radicaux. Alors non, en majorité, on peut dire, peut-être ça peut euh, la différence c'est entre un radical extrémiste mais ultra radical et moins radical, mais il reste toujours radicaux. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup dans le HTS, beaucoup des djihadistes qui sont étrangers, des Tchétchènes, des Égyptiens, des Jordaniens, des Maghrébins, des Albanais comme Abu Qatada al-Albani, qui est un Albanais et qui a pu recruter, ce qui paraît, 8 fois plus que bien sûr, des djihadistes de Kosovo, plus que des djihadistes qui venaient de la France. Alors oui, il y a tout ça, il y a des Ouzbeks, il y a
les Ouïghours aussi. Il y a beaucoup des Ouïghours qui sont entraînés en Damas, je veux dire en Syrie, et qu'ils comptent d'avoir leur camp spécifique que pour eux. C'est ça aussi, c'est un autre problème avec la Chine. Et ils comptent de faire un grand entraînement pour recruter encore plus de Ouïghours, et ils le disent carrément que à la fin de compte, ils veulent retourner en Chine pour combattre le gouvernement actuel. Ces massacres en Syrie, vous pensez que Jolani a été un peu dépassé par l'ampleur et les médiatisations, ou est-ce que finalement ça correspond en tout point à une volonté de sa part? Bon, il y a les deux, à vrai dire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aussi contrôler ses hommes, ça c'est vrai. Il ne faut pas le surestimer. Parce qu'il est en quête de respectabilité aussi. En même temps, on voit que... Oui, mais il ne peut... Oui, ce qu'on croit, mais à vrai dire, s'il va aller à l'encontre de certains djihadistes très radicaux, il va perdre sa légitimité chez eux. C'est ça son problème aussi. Même lui, s'il a envie d'être un peu plus modéré, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que sa popularité est basée sur une idéologie très radicale. Il sera affaibli. S'il va lâcher ses hommes, il va être affaibli. Ça veut dire s'il va être affaiblir les autres forces qui sont à Soueda, chez les Druzes, dans le sud de la Syrie, chez les Kurdes, même s'il y a un accord. Moi, je ne crois même pas une minute à cet accord qui sera respecté. Chez les Kurdes, même les loyalistes, parce qu'ils restent quand même des anciens de régime, qui arrivent à avoir des armes lourdes. Je ne parle pas des civils, bien sûr. Alors oui, il y a une résistance chez les... Pas résistance, mais les minorités n'en veulent pas de lui aussi, n'en veulent pas d'un gouvernement qui n'est pas inclusif. Un gouvernement, quand même, il le voit, c'est un deuxième dictateur qui est en train de s'installer. Malheureusement, il a pu acheter quelques voix des chrétiens aux chrétiennes, mais ces personnes-là ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas leur minorité. D'ailleurs, on a entendu le patriarche d'Antioche, Jean X, il a condamné ces massacres, il a ouvert toutes les églises de Damas, que de Damas, je veux dire de la Syrie, pour qu'il soit un refuge pour les Alaouites, pour n'importe quelle personne. On a vu aussi, il y a un millier ou plus ou moins, dans la base de Hmeimim qui refuse jusqu'à aujourd'hui de sortir de la base, malgré les demandes de gouvernement central, c'est-à-dire de Jolani, de sortir, ils seront protégés par lui, mais il refuse complètement et il demande la protection russe. Voilà, on est là. Il y a certains qui demandent la protection israélienne. Voilà, c'est ça la Syrie actuellement. Comment a réagi la population non chiite, non alaouite, non chrétienne, c'est-à-dire essentiellement la population sunnite, à ces massacres? Est-ce qu'il y a une solidarité religieuse, clanique avec les membres du HTS, ou est-ce que ça a vraiment choqué la population dans la rue? Ça dépend des régions, ça dépend des villes. Par exemple, les sunnites qui sont sur la côte syrienne ont protégé. Il y a beaucoup de sunnites qui ont protégé les alaouites et ils les ont cachés chez eux pour ne pas être massacrés. Il y a aussi les sunnites, par exemple, de Sud, de Dara. Il y a beaucoup qui ont sauvé aussi des alaouites qui ont pu fuir la côte syrienne pour aller jusqu'au sud. Voilà, Damas aussi, les sunnites sont beaucoup plus modérés, ils sont choqués par ces massacres. Alors voilà, c'est très varié. On ne peut pas parler d'une forme de... Les sunnites ne sont pas, ne pensent pas comme une seule personne. Il y a beaucoup d'écoles chez les sunnites. Il y a les sophistes, par exemple, en Syrie, qui sont beaucoup plus modérés, qui acceptent et qui savent très bien que par la pluralité de pays, que ce pays, on arrivera à le construire. Mais il y a d'autres, comme j'ai dit, malheureusement, et surtout avec les 14 ans qui sont passés pendant la guerre civile, et bien sûr, le pouvoir ancien n'a pas aidé. Ils se sont plus radicalisés et pour eux,
ils, ils mélangent, ils ne comprennent pas très bien. Bon, de toute façon, ce ne sont pas des cerveaux, hein, je suis désolée de dire, mais bon, alors ils ne comprennent pas. Pour eux, Alaouite, ça veut dire Assad, ça veut dire loyaliste, et eux, bien sûr, ils ont applaudi, malheureusement. Mais c'est un petit pourcentage quand même. On a, bon, toute proportion gardée, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Libye à la suite de la chute de Kadhafi. Quel est à votre, selon vous, le scénario le plus probable? Est-ce qu'on s'achemine comment dire, une guerre civile syrienne entre le HTS, la composante laïque, les ex-soutiens de Bachar el-Assad? Est-ce que c'est ça l'avenir proche de la Syrie? Personne peut savoir, hein, mais quand j'étais à Damas, il y avait beaucoup des personnes, des habitants de Damas qui parlaient d'une guerre civile, hein, qui se préparaient à une guerre civile, qui disaient on ne sait pas ce qui va arriver. Ils disaient qu'on n'a pas rendu, même les civils, je parle des civils qui n'ont pas rendu des armes, qu'ils ont toujours leurs armes parce qu'ils n'ont pas confiance à ce gouvernement. Alors après, est-ce que vraiment on va avoir une deuxième guerre civile pire? Il y a certains qui me disaient même pire que la première. Alors, est-ce que vraiment on va avoir? Ça dépend. Je ne suis pas si pessimiste, mais ça dépend de plusieurs facteurs, hein. Ça dépend aussi de la communauté internationale. Pour moi, je reste convaincu que la seule solution pour la Syrie, c'est établir un État fédéral, d'où les communautés ou les minorités ou n'importe, parce que aussi c'est un peu mélangé, chaque province aura ces hommes où ils arriveront à se protéger contre un pouvoir plus ou moins radical. Et il faut faire un accord entre toutes ces minorités, en plus en incluant bien sûr Damas, parce qu'on ne peut pas laisser Damas à ce régime radical. Il faut penser à une sorte de fédération en Syrie pour éviter la Syrie le pire. Le problème, c'est qu'il y a certains qui ne veulent pas un État fédéral parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi l'État fédéral. Ils croient l'État fédéral, ça veut dire une partition, qu'au contraire, c'est pour préserver cette Syrie unifiée, nous avons besoin d'un État fédéral. Est-ce que face à ces derniers événements, les gens ne regrettent pas finalement Bachar el-Assad? Parce que l'argument principal de Bachar el-Assad, c'est... Même chez les Alaouites, même ceux qui étaient pro-Bachar, ils ne le regrettent pas, surtout la façon comment il est parti, la façon... ils m'ont raconté des histoires quand j'étais en Syrie pendant 2 ans, comment il les pillait, comment il envoyait lui et sa femme et son frère Maher, les personnes dans les hôtels, dans même des petits commerces, tout ça pour juste prendre de plus en plus de l'argent de leur budget. C'est-à-dire, il a laissé un pays malheureusement détruit et détruit pas que économiquement, mais même détruit psychologiquement. Est-ce qu'il est possible de s'entendre avec le HTS? Est-ce que Jolani peut mettre en place une espèce d'équilibre entre la partie la plus radicale de ces hommes et cette composante de minorité, de diversité syrienne? Est-ce que vous pensez que est-ce que vous le connaissez d'abord et est-ce qu'il en est capable selon vous? Non, je ne le connais pas et je refuse de le connaître de toute façon, mais non, il est même pas capable parce qu'il avait l'opportunité de le faire. Il l'a pas fait. On a vu le Congrès national, c'était une mise en scène et ratée, une mise en scène qui était. Il a invité juste quelques personnes, comme je vous ai dit, il a invité quelques personnes vendues pour signer sans rien dire. Il n'y avait ni résultat ni rien. C'est lui qui nomme le gouvernement, c'est lui qui nomme tout. Il avait, par exemple, la chance de se mettre d'accord avec plusieurs hommes d'affaires syriens qui étaient à l'étranger, comme Al-Asfari, qui voulait, lui, être Premier ministre, mais il a refusé parce qu'il n'a pas de marge de contrôler ou de même créer ou de nommer son gouvernement. C'est
toujours Jolani qui nomme, c'est toujours, il préserve, il garde toujours les ministères régalien. Non, je vois aucune possibilité avec Jolani. C'est pas quelqu'un qui est. Il faut pas croire. C'est pas parce qu'il a changé ou il a coupé un tout petit peu sa barbe ou il a mis une cravate, ça veut dire il est devenu quelqu'un de bien. Hein. C'est pas parce qu'il a maintenant, il a une voix un tout petit peu calme et douce, ça veut dire c'est quelqu'un qui peut réfléchir. Il a une idéologie. Un terroriste reste un terroriste. On ne peut pas pardonner à un terroriste les crimes qui ont été commis dans le passé. C'est comme on ne peut pas pardonner aux criminels qui ont tué des personnes, on ne va pas leur donner une deuxième ou troisième, quatrième chance aussi. C'est impossible. Il est terroriste, il faut mettre ça dans la tête. Il est djihadiste. C'est pas rarement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu un djihadiste repenti. Alors, il faut arrêter avec ce scénario ou avec ce slogan. Voilà, Jolani, c'est repenti, c'est quelqu'un qui est modéré, mais c'est tout simplement parce qu'il était jeune. Il est parti en Irak contre l'envahisseur américain. Non, il était quand même dans la direction de Zarqawi. Tout le monde connaît Zarqawi. À quel point il était cruel. Il était dans ces directions. Il était aussi avec lui pour faire des attentats contre les civils en Irak. Il a commis des crimes, Jabhat al-Nusra, sous sa direction. Il a commis des crimes à Ma'loula, quand il a tué quelques chrétiens, quand il a kidnappé des nonnes. Alors, non, il a commis aussi des crimes, des exactions contre des druzes et des chrétiens à Idlib. Non, c'est pas parce que, voilà, ça fait quelques années qu'il essaie de modérer son discours, qu'il est devenu quelqu'un de bien. On peut pas changer comme ça. On peut pas devenir, c'est-à-dire de transformer d'un criminel à quelqu'un qui veut le bien de son pays en cliquant les doigts. C'est impossible. Comment vous analysez la position des puissances étrangères, en particulier celle de l'Union européenne qui s'est déjà rendue à Damas, qui a rencontré Jolani? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, les institutions européennes sont déjà au sol. Avec Jolani, ils sont même sous-sol, hein, en aidant un terroriste. C'est ça ce que je peux dire. Je peux que regretter ces actions. Ils n'ont rien appris. Ils n'ont pas appris de passé, ils n'ont pas appris, ils ne veulent pas apprendre quoi que ce soit, ils commettent toujours les mêmes erreurs. Au moins, heureusement, je crois, pour une fois, je dis franchement, heureusement que les États-Unis n'ont pas de contact de l'administration Trump, n'ont pas les contacts avec Jolani, et Gorka le considère toujours un terroriste djihadiste, et je ne crois pas qu'ils sont prêts à le sortir de la liste des terroristes. Vous me disiez hors antenne que Jolani serait attendu pour une visite à Bruxelles. C'est scandaleux. Si ça s'avère vrai, c'est scandaleux. C'est ça ce que je peux dire. C'est vraiment scandaleux et une honte pour l'Union européenne. Une honte de recevoir, d'accueillir un terroriste, plus après les massacres des Alaouites, et ils veulent ou ils ne veulent pas, ils nient, ils dément ou ils ne dément pas. C'est lui le seul responsable en tant que président de la République. Il est responsable de tout ce qui se passe en Syrie. Il est responsable de ces hommes, il est responsable de ces djihadistes, il est responsable de tout. Est-ce que tout ça n'était pas finalement assez prévisible, puisque face à Bachar el-Assad, finalement, les forces militaires importantes, et on sait que c'est ce qui compte quand il y a un conflit armé, c'est le nombre de chars, le nombre d'obusiers, etc. Est-ce que finalement c'était la chute de Bachar el-Assad, comment dire, le résultat naturel, c'était pas la prise de pouvoir par un mouvement comme HTS? Est-ce que ça n'a pas toujours été ça le seul scénario possible? Oui, c'est bien sûr, c'est prévisible, malheureusement, parce que Assad, il a toujours refusé d'établir ou de faire ou d'accepter une solution politique avec les opposants politiques. Il a toujours refusé. C'est lui, malheureusement, qui nous a menés à Jolani et à ses extrémistes aussi. Il porte la responsabilité, certainement. Il est le responsable, mais aussi
le deuxième, il est aussi responsable. Les deux, de toute façon, moi, je vois, un n'est pas mieux que l'autre. Alors, nous ne sommes pas entre, il faut choisir entre la peste et le choléra. Bah, malheureusement, voilà, le choléra était là, et bah, la peste est arrivée. Maintenant, il faut travailler pour l'avenir de la Syrie, comment on peut établir un État fédéral et avoir un gouvernement inclusif qui peut représenter toutes les composantes de la Syrie. Mais vous venez de dire qu'il n'est pas possible de s'entendre avec Jolani. Ça veut dire que, selon vous, Sans Jolani, il y a une troisième... Enfin, sans Jolani, mais Jolani, il a des lieutenants. C'est quand même la tête d'un mouvement. Vous ne pouvez pas exclure ce mouvement. il n'est pas si fort. Il n'est pas si fort. Je crois que c'est loin d'être terminé en Syrie. Et c'est pas si fort. Il a beaucoup d'ennemis. Il a des ennemis. Il a Israël comme ennemi. Il a l'Irak comme ennemi. Les Russes qui vont devenir bientôt, déjà, ils sont ennemis, mais petit à petit, peut-être, on ne sait jamais, mais peut-être ils peuvent agir. Il a les États-Unis comme ennemis. Quand même, il a certains pays qui sont ennemis à lui. Les Égyptiens ne croient pas en lui. D'ailleurs, j'étais en Égypte, ils m'ont dit, maintenant, il est déguisé en Chara, mais dès qu'il s'installe et il prend complètement le pouvoir, il redevient Jolani à nouveau. C'est ça ce qu'il faut voir. Ils ont eu l'expérience avec Morsi, avec les frérots. Ils ont eu l'expérience avec les islamistes. On a vu ce qu'ils ont fait les islamistes. Alors oui, et c'est pas un frérot en plus, c'est vraiment le plus radical. C'est des djihadistes qui ont tué des personnes. C'est pour la première fois je vois un criminel, je parle bien sûr ces dernières années, on voit un criminel qui s'installe au pouvoir et des pays européens qui essayent de le légitimiser. C'est vraiment scandaleux. Est-ce qu'il existe une opposition politico-militaire qui puisse s'opposer, qui puisse défendre ces minorités, ou est-ce que l'opposition syrienne au HTS est totalement éclatée, désarmée, dépourvue de moyens? Non, il en reste bien sûr des forces qui n'ont pas rendu leurs armes. Tout est faux quand on dit que tout le monde a rendu ses armes. Comme j'ai dit, les brigades du Sud, ils ont gardé leurs armes. Les Druzes, ils ont le contrôle total dans leur région. Même à Damas, dans le quartier, la banlieue de Jaramana, ils ont le contrôle. Les Kurdes, ils ont toujours le contrôle. Et comme je l'ai dit, cet accord qui a été signé hier, c'est rien de tout. C'est un accord préliminaire, mais qui ne sera jamais respecté. Ce ne sont pas les Kurdes qui vont rendre leurs armes et laisser Jolani prendre le contrôle de toute cette région. C'est impossible. Alors oui, il en reste des forces. Il nous faut maintenant tout simplement c'est-à-dire assembler les forces militaires avec des forces politiques afin au moins de le repousser dans d'autres zones, mais pas à Damas. C'est-à-dire qu'il ne restera pas à Damas, qu'il sera repoussé vers Hama ou revenir à Idlib. Dernière question, on n'a pas parlé de la Russie, est-ce que vous voyez un mouvement du côté de Moscou, ou est-ce que le Kremlin reste en observation de ce qui se passe en Syrie? Oui, il est vrai qu'il est en observation, mais moi je crois déjà le fait qu'ils ont accueilli des Alaouites dans leur base, c'est un signe. Hier, Moscou et avant-hier, Moscou et Washington ont demandé une réunion urgente à huis clos au sein du Conseil de la sécurité. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer quelque chose afin de peut-être de se mettre d'accord sur une résolution afin de protéger les minorités, même si c'est une résolution et on reste dans des signes symboliques, mais ça compte. Pour après, oui, je crois ils pourront pas rester silencieux. Je crois que à un jour, et surtout que les Alaouites de plus en plus, ils demandent une protection soit russe, soit israélienne, on va arriver à un accord où que la Russie se mettra d'accord avec Israël et avoir une protection
sur la côte pour les Alaouites ou plutôt sur la côte syrienne. Oui, parce que les Russes sont toujours pas partis de Tartous, ils ont conservé leur base militaire. Tout à fait. D'accord. Randa Kassis, merci beaucoup pour cet entretien et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci.